Fermez les yeux un instant, je vous prie. Essayez de vous souvenir de ce parfum si particulier qui flottait dans la maison de vos parents ou de vos grands-parents. Était-ce l'odeur de la chicorée fumante le matin, le parfum de la cire d'abeille sur le vieux buffet en chêne, ou peut-être le son lourd et métallique du cadran rotatif du téléphone du salon? Bienvenue dans un voyage dans le temps, un retour au cœur de la France de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble 20 habitudes de la vie quotidienne des années 1970 et 80. Des gestes, des rituels et des comportements qui nous semblaient d'une banalité absolue, mais qui, vus avec les yeux d'aujourd'hui, paraissent complètement absurdes, étonnants et parfois même strictement interdits par la loi. Préparez-vous pour une grande vague de douceur et de nostalgie. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin, car la toute dernière habitude que nous évoquerons va certainement faire battre votre cœur un peu plus fort en vous rappelant la chose la plus précieuse que nous avons peut-être perdue en chemin. Avant de plonger dans nos souvenirs précis, prenons un moment pour ressentir l'atmosphère de cette époque formidable. Dans ces années-là, le temps ne s'écoulait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Nous ne courions pas après des notifications urgentes, nous n'avions pas d'écran dans nos poches pour combler chaque minute de silence. L'attente faisait partie intégrante de la vie. Attendre une lettre du facteur, attendre que notre chanson préférée passe à la radio, attendre le retour d'un être cher sans pouvoir suivre son trajet en temps réel. Cette lenteur majestueuse donnait une valeur immense à nos échanges. On entend souvent dire que nous vivions dans un monde moins connecté, mais c'est une profonde erreur. Nous étions infiniment plus connectés les uns aux autres, ancrés dans la vraie vie, dans le contact humain, dans les regards échangés au bistrot du coin de la rue. Nos journées étaient riches en détails sensoriels, en textures authentiques et en moments de pure sincérité. C'est cette époque vibrante, avec ses règles non écrites et ses libertés insouciantes, que nous allons explorer maintenant. Commençons par une habitude qui, aujourd'hui, nous semble relever de la pure science-fiction. Imaginez-vous entrer dans un restaurant prestigieux, monter dans un train corail, ou même vous asseoir dans la salle d'attente de votre médecin de famille. Quelle était la première chose qui vous frappait? L'odeur persistante et épaisse de la fumée de cigarette. Dans les années 1970, fumer n'était pas seulement une habitude, c'était un véritable mode de vie à la française. Les gens fumaient absolument partout. Les cendriers en verre lourd trônaient fièrement sur toutes les tables des cafés, sur les comptoirs des bureaux de poste et même sur les tablettes des avions. Vous vous souvenez sans doute de cette brume bleutée qui flottait dans les cinémas pendant la projection de votre film préféré. Les professeurs fumaient, parfois même devant leurs élèves, une craie dans une main et une gauloise ou une gitane dans l'autre. Il y avait une sorte d'insouciance collective, une liberté de geste qui rythmait les conversations. Aujourd'hui, allumer une cigarette dans un lieu public fermé est strictement interdit. Mais à cette époque, le tintement du briquet et le crépitement du tabac faisaient partie de la bande-son quotidienne de notre belle société. Et maintenant, prenons la route, voulez-vous? Les départs en vacances, au mois d'août, étaient de véritables expéditions familiales. Mais pensez à la façon dont nous voyagions. Monter à l'arrière d'une Renault 16 ou d'une Peugeot 504, sans aucune ceinture de sécurité, était la norme absolue. Pour nous, les enfants de l'époque, la plage arrière de la voiture se transformait en un véritable lit douillet. Nous nous y allongions confortablement, regardant les étoiles défiler par la vitre arrière, pendant que nos parents roulaient toute la nuit sur la Nationale 7 pour éviter les bouchons de la vallée du Rhône. Il n'y avait pas de sièges auto-sophistiqués, ni d'alarmes stridentes si nous n'étions pas attachés. Nous rebondissions sur les sièges en sky brûlant sous le soleil d'été à chaque virage. L'odeur de l'essence, le bruit du vent s'engouffrant par les fenêtres grandes ouvertes parce que la climatisation n'existait pas, tout cela créait une aventure incroyable. De nos jours, il serait impensable et totalement illégal de laisser des enfants voyager ainsi. Mais dans nos cœurs, ces longs trajets inconfortables restent gravés comme des moments de liberté totale. Ah, la table française et ses traditions. Il y a une chose qui choque profondément les jeunes générations d'aujourd'hui, c'est notre rapport à l'alcool dans le cadre familial et particulièrement pour les enfants. Vous rappelez-vous des repas du dimanche midi chez vos grands-parents? Il n'était pas rare qu'on verse un fond de cidre, ou même un tout petit peu de vin rouge largement coupé d'eau dans le verre des enfants. On disait avec bienveillance que cela donnait des forces et que ça faisait grandir. Et que dire de cette fameuse petite cuillère de sirop imprégnée d'une goutte de goutte ou de rhum sur un morceau de sucre que nos grands-mères nous donnaient pour faire passer un vilain rhume d'hiver? La sensation brûlante et sucrée descendait dans la gorge et curieusement, nous dormions merveilleusement bien ensuite. L'alcool faisait partie du terroir de la tradition conviviale et sa diabolisation médicale actuelle n'existait tout simplement pas. C'était un remède de grand-mère, une initiation douce aux saveurs des adultes, partagée dans la chaleur bienveillante de la salle à manger familiale. Aujourd'hui, quand nous cherchons un numéro, nous effleurons simplement un écran de verre froid.
Mais rappelez-vous l'expérience majestueuse que représentait la recherche d'un contact dans notre jeunesse. L'annuaire téléphonique et le fameux bottin étaient les rois incontestés du salon. Ces livres immenses, lourds comme des briques, aux pages d'un jaune caractéristique de fines et douces, sous les doigts. L'odeur de l'encre d'imprimerie se dégageait dès que l'on ouvrait ce pavé. C'était un véritable rituel. Il fallait connaître l'orthographe exacte, tourner les pages avec soin, glisser son index le long des colonnes interminables de noms imprimés en minuscules caractères. Et une fois le numéro trouvé à l'autre bout de la France, il fallait se diriger vers le téléphone à cadran. Le cliquetis métallique du cadran rotatif, l'effort physique de tourner chaque chiffre jusqu'à la butée, puis le bruit de retour du mécanisme. Composer un numéro demandait du temps, de l'attention et de la patience. Ce n'était pas juste un acte de communication, c'était une cérémonie tactile et sonore que nous avons totalement perdue à l'ère du numérique instantané. Parlons d'une forme de liberté qui a quasiment disparu de nos paysages, l'autostop. Dans les années 70, tendre le pouce au bord d'une route départementale ou à la sortie d'un péage était le moyen de transport par excellence de toute une génération de jeunes. Les étudiants voyagèrent d'une ville à l'autre, voire traversaient la France entière avec un simple sac à dos et une pancarte en carton griffonné au feutre noir. Ce qui semble incroyable aujourd'hui, c'est la confiance absolue qui régnait. Les conducteurs s'arrêtaient de volontiers pour offrir une place sur la banquette passager. C'était l'occasion de discuter, de partager une tranche de vie, d'écouter la radio ensemble. On rencontrait des routiers généreux, des familles en vacances, des voyageurs de commerce bavards. Il y avait un sentiment de solidarité, une entraide tacite sur les routes de notre pays. De nos jours, la méfiance et la peur ont transformé ce geste solidaire en une pratique jugée dangereuse et irresponsable. Mais à l'époque, le bord de la route était le point de départ des plus belles amitiés éphémères et des aventures improvisées. Je suis sûr que vous pouvez encore sentir l'odeur chaude et beurrée de la petite boulangerie de votre quartier. Mais au-delà du pain, rappelez-vous le rituel de la monnaie. Avec quelques pièces jaunes de centimes ou de francs qui pesaient lourdement dans le creux de la main, nous nous sentions les rois du monde. Les enfants se pressaient devant la vitrine vitrée pour pointer du doigt les trésors sucrés. Des Mistral gagnants, des carambars dont il fallait décoller le papier avec les dents, des roux-doudous dans leurs coquillages en plastique, ou les fameux chewing-gum Malabar avec leurs tatouages éphémères. L'échange avec la boulangère, qui prenait le temps de compter les pièces avec un sourire, était un véritable apprentissage de la vie. Nous savions exactement ce que nous pouvions acheter avec 2 francs. Cette relation charnelle avec l'argent liquide, le son des pièces qui s'entrechoquent dans la poche du pantalon, la texture de l'alliage métallique sous nos doigts. La monnaie électronique a balayé cette magie enfantine, transformant l'achat en un geste invisible, dénué de la saveur sucrée de la petite récompense quotidienne. Poursuivons avec un souvenir qui ferait sûrement frémir les parents modernes. Avez-vous déjà attendu vos parents dans la voiture pendant qu'ils faisaient une course rapide au supermarché Mammouth ou Prix Unique ? C'était une pratique d'une banalité affligeante. Les parents garèrent la voiture, laissèrent parfois les clés sur le contact pour écouter la radio, entr'ouvraient légèrement la fenêtre s'il faisait chaud et partaient de faire leurs achats. Nous restions là, seuls, pendant 20 ou 30 minutes, et que faisions-nous ? Nous nous asseyions à la place du conducteur, nous saisissions le grand volant, imaginant conduire sur des routes vertigineuses. Nous touchions les boutons du tableau de bord avec curiosité. Cette attente en solitaire dans l'habitacle exigu de la voiture nous apprenait à gérer l'ennui. L'ennui, ce merveilleux terreau de l'imagination qui a été éradiqué de nos vies. Aujourd'hui, laisser un enfant seul dans un véhicule provoquerait presque l'intervention des forces de l'ordre. Mais pour nous, c'était juste un moment suspendu, un petit royaume imaginaire au milieu du parking du centre commercial. Comment parler de notre passé sans évoquer la magie de la photographie argentique ? Avant l'ère des milliers de photos jetables dans nos téléphones, chaque cliché coûtait de l'argent et demandait de la réflexion. On chargeait soigneusement la pellicule de 24 ou 36 poses dans l'appareil en espérant ne pas l'exposer à la lumière. Et puis venait le moment de la prise de vue. Un anniversaire, un mariage, un pique-nique, on demandait à tout le monde de ne plus bouger. On fixait ce petit cube flash aveuglant qui sentait un peu le brûler après avoir explosé. Mais le plus beau dans tout cela, c'était le délai. Une fois la pellicule terminée, il fallait la porter chez le photographe du quartier. Et puis, l'attente commençait. Une semaine entière avant de pouvoir retirer la précieuse enveloppe jaune. L'excitation en sortant du magasin, le cœur battant en découvrant les tirages sur papier glacé. Tant pis si tonton René avait les yeux fermés ou si la moitié de la photo était floue. Ces imperfections faisaient tout le charme de ces souvenirs palpables, que l'on rangeait ensuite délicatement dans de lourds albums de famille. Un autre monument de notre paysage quotidien a totalement disparu de nos rues, la cabine téléphonique. Ces boîtes en verre et en métal jaune faisaient partie du mobilier urbain. Y entrer, c'était pénétrer dans un monde particulier.
Il y régnait toujours une odeur caractéristique, un mélange de tabac froid, de parfums anciens et de papier annuaire humide. L'isolation sonore n'était pas parfaite, mais c'était notre seul moyen de contacter un amour de vacances ou de prévenir de notre retard. Le bruit lourd des grosses pièces de monnaie glissant dans la fente métallique résonnait comme un compte à rebours. L'angoisse de voir le crédit s'épuiser alors que la conversation devenait passionnante. La précipitation pour fouiller ses poches à la recherche d'une dernière pièce de 1 franc. On écrivait parfois des petits mots au stylo bille sur le métal de la cabine, des numéros, des cœurs dessinés à la hâte. La cabine téléphonique publique était le point de rassemblement de nos joies et de nos peines. Un confessionnal de verre au milieu de la rue, aujourd'hui remplacé par le silence de nos solitudes connectées. Souvenez-vous de la sensation du vent dans vos cheveux. Pour beaucoup d'adolescents des années 70, le summum de la liberté s'appelait la Peugeot 103 ou la motobécane. Ces petites mobylettes bleues ou oranges qui faisaient un bruit de moustique en colère. Et la règle non écrite, pourtant vitale aujourd'hui, c'était de rouler sans aucun casque sur la tête. Les jeunes garçons et les jeunes filles sillonnaient les routes de campagne ou les rues de la ville, les cheveux au vent respirant l'odeur forte et entêtante du mélange d'essence et d'huile de temps. Le pot d'échappement crépitait, les yeux pleuraient, parfois à cause de la vitesse ou des insectes, mais le sentiment de toute puissance était incroyable. Bricoler sa mobilette le dimanche matin, nettoyer la bougie noircie avec une vieille brosse métallique de son père, c'était le rite de passage par excellence. Obliger la jeunesse à se protéger la tête a évidemment sauvé d'innombrables vies, c'est une certitude. Mais ceux qui ont connu cette époque se rappellent avec émotion cette ivresse de la vitesse, le visage nu offert au vent de la liberté. Le soir venu, la famille se rassemblait autour d'un objet qui imposait le respect. Le grand téléviseur à tube cathodique habillé de bois. La télévision de cette époque ne proposait pas de choix infinis. Il n'y avait que l'ORTF et au mieux 3 grandes chaînes. Mais ce qui était extraordinaire, c'était la contrainte physique et l'événement que cela représentait. Pour changer de chaîne, il fallait se lever du canapé, traverser le salon et tourner le gros bouton mécanique qui faisait un claque lourd et satisfaisant à chaque cran. Il n'y avait pas de zapping compulsif. Nous regardions ce qui passait tous ensemble. Les émissions de variété de Carpentier, les dramatiques du samedi soir, l'incontournable journal télévisé que l'on écoutait dans un silence religieux. Et lorsque les programmes se terminaient, bien avant minuit, l'écran affichait la fameuse mire colorée accompagnée d'un sifflement continu. Ce n'était pas un flot ininterrompu d'images pour combler le vide. La télévision avait un début et une fin, et elle dictait doucement le rythme de nos soirées en famille avant de nous envoyer au lit. L'été approchant, évoquons notre rapport totalement décomplexé avec le soleil. Les plages du sud de la France ou de la côte atlantique étaient noires de monde, mais l'odeur qui s'en dégageait n'était pas celle des crèmes solaires haute protection actuelles. Non, c'était le parfum sucré et profond du monoï de Tahiti, ou plus radical encore, de la fameuse graisse à traire. Notre seul objectif était de revenir de vacances avec la peau la plus brune possible, presque cuivrée. Les femmes, et même les hommes, s'enduisaient généreusement de ces huiles qui agissaient comme de véritables loupes sous les rayons cuisants du soleil de midi. Personne ne parlait des dangers des ultraviolets. On se laissait littéralement rôtir sur le sable brûlant. Le soir venu, la peau tirait, les épaules étaient rouges écarlates, et l'on se tartinait de biafine en riant des coups de soleil cuisant. Aujourd'hui, l'obsession de la protection dermatologique a heureusement pris le dessus pour notre santé. Mais nous repensons avec une pointe de malice à cette époque où le soleil était notre ami inconditionnel, et le bronzage extrême, un symbole absolu de réussite estivale. Connaissez-vous l'expression des enfants de la clé? C'était notre réalité quotidienne. Dans les années 70, de plus en plus de mères commençaient à travailler et à la sortie de l'école primaire, à 16h30, il n'y avait pas toujours quelqu'un pour nous attendre. Alors, nous portions fièrement une lourde clé en laiton accrochée autour de notre cou, retenue par un cordon ou un lacet de chaussures caché sous notre pullover. Nous rentrions seuls à la maison, marchant le long des trottoirs, cartable en cuir lourd sur le dos. Nous ouvrions la grande porte, entrant dans une maison silencieuse. Notre premier réflexe était de nous préparer le goûter. Un gros morceau de baguette fraîche avec une barre de chocolat noir glissée à l'intérieur. Nous faisions nos devoirs seuls sur la table de la cuisine en attendant le retour de nos parents. Cette autonomie précoce, qui effraierait tant de parents surprotecteurs de notre époque, nous forgeait le caractère. Nous apprenions la responsabilité, la débrouillardise et la fierté de savoir gérer notre petit monde en attendant la fin de la journée des adultes. Voici un geste quotidien qui résonne comme une véritable leçon d'écologie avant l'heure, bien que nous n'utilisions jamais ce mot à l'époque. Vous rappelez-vous du tintement cristallin des bouteilles en verre, que ce soit pour le lait, la bière, la limonade ou le vin étoilé, le plastique n'avait pas encore envahi nos cuisines. Le rituel de la consigne était universel. Une fois la bouteille de lait épaisse vidée,
avec sa délicieuse crème remontée à la surface, nous la rincions à l'eau de l'évier. Lors des courses suivantes chez l'épicier du coin, nous rapportions nos cadavres de bouteilles dans un casier en métal. L'épicier nous rendait quelques centimes de francs pour chaque contenant rapporté. C'était un cycle parfait, naturel, où rien ne se jetait inutilement. Le bruit des bouteilles qui s'entrechoquaient dans le filet à provisions en coton rythmait le chemin du retour. Aujourd'hui, on invente des systèmes complexes de recyclage, oubliant que dans notre jeunesse, la simplicité ingénieuse de la consigne en verre faisait de chaque citoyen un acteur responsable sans même y penser. La communication à distance avait, elle aussi, une consistance physique. Pensez au temps merveilleux des lettres manuscrites. C'était un rituel d'une rare élégance. On choisissait son plus beau papier à lettres, parfois bleuté ou finement ligné. On s'installait à un bureau bien éclairé, on dévissait le capuchon de son stylo-plume et l'on laissait glisser la pointe métallique sur le grain du papier. L'odeur de l'encre bleue ou noire, les ratures soignées, les marges où l'on ajoutait un dernier post-scriptum. Il y avait une émotion dans l'écriture, une attention portée au choix de chaque mot, car on ne pouvait pas effacer d'une simple touche. Puis venait le moment de coller le timbre rouge à l'effigie de la Marianne avec ce petit goût de colle caractéristique sur la langue. Le bruit métallique de la lourde boîte aux lettres jaunes de la poste en avalant l'enveloppe scellait l'envoi. Recevoir une lettre d'amour d'un ami au service militaire ou des grands-parents, c'était recevoir un morceau de l'autre, façonné par ses propres mains. Une chaleur humaine que les messages électroniques, froids et instantanés, ne pourront jamais reproduire. Dans l'habitacle de la voiture familiale, il y avait un objet indispensable, source de nombreuses disputes amusantes, la fameuse carte routière Michelin en papier. Bien avant la voie robotique des GPS modernes, la navigation relevait de l'art délicat de la lecture de cartes. Le passager avant, souvent notre mère, devenait le copilote officiel. Déplier cette carte immense dans l'espace restreint de la voiture était un véritable défi. Le papier crissait, l'odeur de l'impression se mêlait à celle de la voiture. On cherchait du doigt les petites routes bordées de verre, synonymes de paysages pittoresques, ou les grands axes en rouge. Il fallait faire preuve d'anticipation, guetter les panneaux directionnels en béton Michelin sur le bord de la route. Se perdre faisait partie du voyage et demandait parfois de baisser la vitre manuellement pour demander son chemin aux habitants d'un petit village traversé. Et la fin du voyage imposait une épreuve redoutable, replier la carte exactement selon ses plis d'origine. C'était un véritable casse-tête qui marquait la fin de l'expédition et le début du repos bien mérité. Restons un instant de plus dans nos vieilles voitures pour évoquer deux gestes mécaniques inoubliables. D'abord, le fameux starter. Les matins d'hiver glacial, démarrer la voiture tenait du miracle. Il fallait tirer ce petit bouton magique sur le tableau de bord pour enrichir le mélange d'essence, pomper 2 ou 3 fois sur la pédale d'accélérateur et tourner la clé en priant. Le moteur toussait, tremblait, puis vrombissait dans un nuage de fumée grise qui sentait fort la combustion imparfaite. Ensuite, il y avait le geste de baisser sa vitre. Pas de bouton électrique confortable à presser du bout du doigt. Il fallait empoigner la manivelle en plastique dur et la faire tourner avec énergie, en décrivant de grands cercles rapides avec le bras. Ce mouvement physique, qui nous réchauffait en hiver et nous faisait transpirer en été, est totalement incompréhensible pour un enfant d'aujourd'hui qui effleure à peine un interrupteur. Ces petites mécaniques exigeaient de la force, du doigté et une véritable connexion physique avec la machine. La recherche du savoir, elle aussi, avait un poids bien réel. Au fond du salon ou dans la chambre trônait souvent une fierté familiale. L'encyclopédie, Universalis, Larousse ou Quillet, ces immenses volumes reliés de cuir ou de simili-cuir, ornés de lettres dorées, représentaient la connaissance du monde. Lorsque nous avions un exposé à préparer pour l'école, il n'y avait pas de moteur de recherche pour nous donner la réponse en 1/100 de seconde. Il fallait choisir le bon volume correspondant à la lettre de notre sujet, sentir l'odeur de poussière et de papier fin et feuilleter délicatement les pages. Souvent, en cherchant des informations sur l'Égypte antique, nous tombions par hasard sur une magnifique illustration d'un insecte exotique ou sur la carte d'une bataille napoléonienne et nous nous perdions dans la lecture pendant 1 heure. La recherche d'informations prenait du temps, exigeait de la méthode et nous offrait des découvertes inattendues. Le savoir n'était pas un océan invisible, c'était un objet lourd, tangible et majestueux que l'on tenait précieusement entre ses mains. Pour la jeunesse mélomane, la musique demandait de la patience et un équipement redoutable, le radiocassette. Enregistrer ses chansons préférées était un véritable sport de précision. Le dimanche après-midi, nous écoutions religieusement les classements du Top 50 ou les émissions sur RTL. Le doigt tremblant, posé simultanément sur les lourds boutons play et record du magnétophone, nous guettions l'introduction de notre morceau favori. Le défi suprême ?
Espérez de tout cœur que l'animateur radio arrête de parler juste avant que le chanteur ne commence et appuyez à la seconde exacte. Les cassettes audio s'empilaient dans nos chambres avec leurs étiquettes raturées au stylo. Et que dire de ce moment tragique où la bande magnétique s'emmêlait dans le lecteur? Il fallait alors, avec la patience d'un horloger, utiliser un stylo bic hexagonal pour rembobiner la fine bande brune dans son boîtier en plastique. C'était un travail manuel acharné, mais qui donnait une valeur inestimable à chaque chanson de nos précieuses compilations bricolées avec amour. Enfin, terminons par une institution sacrée qui a perdu de sa superbe, le grand repas du dimanche midi. Ce n'était pas juste un moment pour se nourrir, c'était le socle même de la vie familiale française. La longue table était dressée avec la belle nappe en tissu de la maison, les verres en cristal qui tintaient et l'argenterie sortie pour l'occasion. L'odeur du poulet rôti du dimanche embaumait la maison dès 10 heures du matin. Ce repas durait souvent 3 ou 4 heures. On passait de l'apéritif à l'entrée, au plat lourdement en sauce, suivi du plateau de fromage qui embaumait la pièce, pour finir par le dessert de la boulangerie, le café et le digestif. Pendant ces heures étirées, personne ne regardait de montre et surtout, il n'y avait aucun téléphone portable posé sur la table. On parlait fort, on riait aux éclats, on débattait passionnément de politique, on se disputait parfois, puis on se réconciliait autour d'un morceau de camembert. C'était un moment de connexion humaine, pure, profonde et ininterrompue, un rituel de communion laïque qui nous enveloppait d'un sentiment d'appartenance absolue. Au terme de ce voyage, une vérité s'impose doucement à nous. Quand nous repensons à ces vieilles mobylettes, à ces téléphones à cadran ou à la lenteur d'une lettre manuscrite, ce ne sont pas véritablement ces objets que nous pleurons. Ce qui nous manque le plus, c'est ce que nous étions lorsque nous les utilisions. Nous ressentons la nostalgie de notre jeunesse ardente, d'une époque où le temps prenait son temps, où l'attente donnait de la saveur au désir et où notre attention était entièrement dévouée aux personnes présentes devant nous. La vie était peut-être moins pratique, moins hygiénisée, mais elle était incontestablement plus vibrante, plus tactile et profondément vivante. Si cette petite plongée dans notre beau passé a su éveiller en vous une douce chaleur, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Parmi toutes ces habitudes oubliées de nos chères années 70 et 80, laquelle vous manque le plus aujourd'hui ? Prenez un instant pour partager votre histoire personnelle dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos souvenirs d'antan. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.